Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre le député de Sainte-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cléch-Rivard, suivi de Sabrina Couder-Philippon, Elada Podrezova, Sergio Lemes da Silva. Merci. Bonjour, merci beaucoup Nicolas. D'abord, je veux remercier ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui. Ce sont des gens, des néo-québécois, des Québécois qui rêvent de faire leur vie au Québec, des gens qui se destinaient au programme de l'expérience québécoise, tant dans le volet diplômé que dans le volet des travailleurs, des travailleuses. Je veux d'abord aussi remercier le collectif Le Québec, c'est nous aussi, qui coalise les forces dans ce dossier-là depuis le début. Je dis depuis le début, mais c'est aussi vrai depuis 2019 parce que c'est la deuxième fois qu'on joue dans le même film. La CAQ a essayé de sabrer dans le PEC puis de s'attaquer au PEC exactement de la même façon en 2019. Et malheureusement, un peu comme 2019, on a dû demander à des gens impactés de venir exposer la situation, l'impact, les conséquences sur leur vie que causent ces fermetures de programmes-là. Et François Legault, à l'époque, s'était démontré ouvert. En fait, François Legault s'était démontré touché, très sensible face aux témoignages. Et François Legault, à l'époque, avait décidé de reculer, d'effectivement prévoir une clause de droit acquis, une clause grand-père, pour que les gens qui étaient sur le territoire au moment de la mise en œuvre de la modification du PEC soient protégés par la modification législative, puis finalement aient des droits pour appliquer dans le programme. Alors, François Legault de 2025, ce qu'on lui demande, c'est d'écouter le François Legault de 2019, qui d'ailleurs était pas mal plus populaire que le François Legault d'aujourd'hui. Peut-être qu'il devrait s'inspirer de lui-même, puis de l'ouverture, puis de la sensibilité, puis de la compassion qu'il avait à l'époque. Je vais laisser les gens exposer l'impact sur leur vie des modifications, mais ce qui est clair, c'est que c'est complètement injuste, c'est inhumain, et c'est un bris de contrat social et moral envers ces personnes-là qui ont choisi le Québec, qui ont tout donné, qui se sont battus, qui se sont francisés, qui travaillent chez nous, qui sont intégrés et qui contribuent énormément à la société québécoise. Actuellement, il y a une pétition qui roule. En moins d'une semaine, on a eu près de 18 000 signatures. Ça, c'est la preuve que les Québécois et les Québécoises sont attachés au programme de l'expérience québécoise. Ils sont nombreuses à nous le dire. On a vu un nombre considérable de chroniques, d'appuis, de témoignages, de reportages. Les gens revendiquent le retour du PEC. Les gens revendiquent la clause de droit acquis. Et aujourd'hui, vous allez l'entendre de la bouche puis des récits de ceux qui sont principalement impactés. Ce que je demande en terminant de la part de Québec solidaire, mais aussi de la société civile du Québec au premier ministre, c'est de la compassion, de l'ouverture, de la sensibilité pour qu'on respecte les gens qui sont ici, pour qu'on respecte ceux qui ont choisi le Québec et qu'on leur donne un moyen de rester. Je pense que c'est la moindre des choses. Merci. C'est bon. Bonjour à tous. Je m'appelle Sabrina Couder-Philippon, j'ai 39 ans. Je suis infirmière clinicienne et je travaille actuellement au sein du SUS de l'Estrie, plus précisément à Sherbrooke. Je suis accompagnée de ma collègue travailleuse sociale Florence qui est ici présente. Il y a 1 an et demi, je suis arrivée au Québec accompagnée de mon mari et de nos 2 enfants avec un permis de travail fermé. J'ai été recrutée spécifiquement pour répondre aux besoins du système de santé. On est venu jusqu'en France pour me recruter, littéralement, comme ma collègue Florence. Depuis le début de notre parcours, le discours a toujours été le même. Vous aurez facilement accès à la résidence permanente. Notre décision de quitter notre pays et de nous intégrer à la société québécoise était conditionnelle à une voie claire vers la résidence permanente, le programme de l'expérience québécoise. C'était la garantie que notre engagement envers le Québec serait reconnu. Nous avons tout quitté, absolument tout quitté, en France pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans le milieu de la santé. Nous avons vendu nos biens et accepté de perdre toutes les attaches familiales et amicales que nous avions. Aujourd'hui, avec la fermeture brutale du PEC, sans préavis, cette promesse du Québec est brisée. Depuis plus d'1 an, je me déplace à domicile et exerce en CHSLD pour prodiguer des soins à nos aînés et à des personnes en perte d'autonomie. Pendant plus d'1 an, j'ai eu le privilège de travailler en soins palliatifs à domicile et d'accompagner des patients et leurs proches dans un des moments qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie, celui de mourir. Cette décision, elle crée surtout une énorme incertitude et un stress immense pour toute ma famille.
Cela fait des semaines que je ne trouve plus le sommeil, car comment envisager un avenir serein pour mes enfants sans prévisibilité? Mon fils aîné s'appelle Ilan. Il est né ici, au Québec, en janvier 2017, lors de ma première expérience en tant qu'infirmière clinicienne. Il a bientôt 9 ans et il est autiste. Beaucoup d'entre nous, en tant que parents d'un enfant ayant des besoins particuliers, connaissent l'énergie et la détermination qu'il faut pour tisser la toile de soutien autour de son enfant. Pendant des années, j'ai consacré chaque once de mon énergie à construire ce réseau autour de mon fils. C'était un réseau de spécialistes, de thérapeutes qui connaissaient son histoire, ses particularités, ses forces et ses défis. C'était notre filet de sécurité. Chaque professionnel était un maillon essentiel de cette chaîne de soutien, offrant stabilité et espoir pour son développement. Pour nous, ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité absolue. Ce déménagement outre-Atlantique n'a donc pas seulement signifié faire nos cartons et nos valises, cela a signifié repartir de zéro dans l'accompagnement de notre garçon, trouver de nouveaux spécialistes, réexpliquer des années d'historique médical, refaire confiance, bâtir un nouveau parcours scolaire. Ce déménagement a été une réelle épreuve pour lui. Il a traversé une période très difficile et nous avons beaucoup œuvré, mon conjoint et moi, pour lui donner de nouveaux repères sécurisants. Grâce à notre détermination et l'aide de sa psychoéducatrice, Ilan a pu accéder à une classe spécialisée en mai 2025. Cela a été un vrai soulagement. Depuis quelques mois et l'intégration dans cette classe spécialisée, nous sentons enfin notre garçon apaisé, serein, heureux d'aller à l'école. Il commence de nouveau à faire des progrès au niveau des apprentissages. Nous avons même acheté notre maison à proximité de l'école qu'il fréquente. Alors, nous ne pouvons concevoir de devoir rentrer vivre en France après tous les efforts que nous avons déployés ici. Je ne peux pas croire que notre fils, qui est québécois, ne puisse vivre, dans son propre pays, la terre qu'il a vu naître. Nous craignons énormément pour sa santé mentale si nous devions à nouveau bouleverser tous ces repères récemment acquis. Au-delà de notre sentiment d'incompréhension et d'injustice, c'est vraiment l'avenir de notre enfant qui nous préoccupe le plus. Monsieur Roberge a parlé de ma situation en interview il y a quelques jours en m'invitant à appliquer au PSTQ. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'y suis inscrite depuis plusieurs mois. J'ai été inscrite pendant plus de 3 ans dans l'ancien programme, le PRTQ. Je n'ai jamais été invitée à présenter une demande malgré mon soi-disant profil idéal. Ce programme s'apparente pour nous à une loterie aux critères arbitraires dans laquelle nous n'avons jusqu'ici visiblement eu aucune chance. Alors ce que je demande aujourd'hui, c'est de reconsidérer cette décision d'abolir le PEC et de respecter l'engagement moral que le Québec a pris en nous faisant venir ici. Non seulement pour les professionnels de la santé qui maintiennent le réseau public à flot, mais aussi pour toutes les personnes et toutes les familles qui se retrouvent prises en otage par cette incertitude administrative. Donc en mon nom, en celui de ma famille, en celui de mes collègues, je vous sollicite aujourd'hui pour que la politique du Québec en matière d'immigration soit équitable et rende justice à tous nos efforts. Nous vous demandons simplement la mise en application d'une clause grand-père. Il en va de notre avenir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Elada Podraizova, je suis arrivée ici à Québec avec mon mari ukrainien grâce au programme ABQ pour les Ukrainiennes. C'est un simplement permis de travail ouvert qui donne aucun avantage pour les résidences permanentes. Alors nous avons choisi le PEC comme un seul moyen façon de rester ici, de s'intégrer ici, d'appeler le Québec notre maison. Nous avons toutes mis notre énergie pour les Français. Moi, j'ai commencé avec 0, vraiment avec l'alphabet. Ça fait juste 2 ans que je parle en français. Nous avons étudié après le travail, la nuit, le fin de semaine. On a fait beaucoup de jobs. Vraiment, on a fait beaucoup d'efforts pour ça. Depuis 12 ans, on travaille ici dans des entreprises québécoises, ici à Québec. C'est un travail qualifié. Nous avons suivi chaque
étape pour réussir avec le programme PEC. Des études, des travails, des expériences. Nous avons fait tout exactement ce que le gouvernement nous demandait. Nous n'avons pas eu de temps pour soumettre notre dossier pour le PEC quand il était suspendu. Ça fait presque 6 mois. Maintenant, il est fermé complètement. Nous avons essayé le PSTQ, le seul programme maintenant qui est disponible à Québec, au Québec. Mais avec le nouveau système de pointage, nous avons gagné un petit peu la moitié des points. C'est impossible pour nous et j'imagine pour les autres Ukrainiens. Il y a beaucoup de travailleurs, étudiants qui les qualifiés, qui sont pas capables de gagner les points nécessaires. Maintenant, nous sommes très déçus, complètement perdus. 3 heures de travail, d'études, 3 heures de sacrifice, tout semble disparaître d'un coup. Nous avons pensé de quitter le Canada, trouver d'autres moyens, façons de rester ici. Nous avons quitté encore notre maison. Je ne sais pas quoi faire. C'est le gouvernement qui nous avons dit venez ici, restez ici, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre main. Et maintenant, on est venu ici, on a travaillé, on a étudié, on a appris le français et maintenant on doit quitter. Je ne sais pas quoi faire. Je connais beaucoup d'Ukrainiens qui sont dans la même situation et on est perdu. Merci. Bonjour, je suis arrivé ici, je suis aujourd'hui ici avec ma femme Aline, mes 2 enfants jumeaux Enzo et Gianluca, pour parler d'un sujet qui affecte non seulement ma famille, mais aussi plusieurs personnes au Québec, on peut dire quand même milliers de personnes. J'avais une carrière très stable au Brésil, j'ai 2 bacs dans mon pays, je suis une personne qualifiée. Et en 2011, j'ai fréquenté la première mission de recrutement du Québec, dans mon pays. À ce moment, je n'étais pas capable parce que j'étais jeune. Puis, je fais ma vie, mais le Québec est resté quand même dans ma tête. Puis, en 2018, j'ai fréquenté encore des missions de recrutement. Puis, en 2022, on a décidé de venir ici. Moi, je complétais une maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. J'ai venu chercher l'expérience québécoise, car on m'avait expliqué qu'avec ces programmes-là, après 2 ans d'études, 2 ans d'efforts, je pourrais demander ma résidence permanente. Dès la première semaine, ma conjointe et moi, on a fréquenté les séances d'objectifs intégration pour mieux connaître les valeurs québécois. Mes enfants ont des amis. Ma femme a fréquenté la francisation. Nous étions prêts pour les programmes de l'expérience québécoise, les PEC. J'avais complété mon programme de maîtrise antérieurement en français et ma femme, elle était prête à faire les examens de français. Tout était en place. Puis, le programme a été gelé. Aujourd'hui, il s'est terminé. Ce qu'on veut, en fait, les PSTQ, ça ne marche pas pour nous parce que, par exemple, dans les PEC, mon diplôme, mon programme, c'était assez pour prouver mon français. Maintenant, il faut que je paye $400 pour faire des examens de français. Ma femme, il faut qu'elle fasse encore des examens de français supplémentaires pour augmenter notre pointage. Et après, tout ce qu'on a donné, on nous dit maintenant que nous ne sommes pas les bienvenus. J'habite à Montréal, j'aime Montréal, je ne veux pas quitter. Montréal, c'est ma ville, le Québec, c'est ma province. Mes enfants, un de mes enfants, il y a une blonde. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne suis pas garanti. Je suis dans les bons profils, mais je n'ai pas même tous les points. J'ai 36 ans, ma femme a 40 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Après tout ça, j'étais vraiment, moi, j'ai capoté parce que ma santé mentale était dans la merde.
Moi, je suis désolé pour mes mots, mais j'étais une personne très qualifiée. J'ai formé plusieurs enseignants, intervenants scolaires par tout le Québec. J'ai contribué à cette société, mais c'était la première fois dans ma vie que j'ai pris de médication pour la santé mentale. La dépression, l'anxiété, j'ai vu ma femme pleurer, j'ai vu mes enfants pleurer. Ça ne marche pas pour nous. C'est comme ça qu'on traite les gens, qu'on a envie de venir chez nous. Mes amis québécois, ils n'aiment pas ça. Parce que mes amis québécois, ils sont gentils. Tous les mondes qu'on trouve là, ils sont gentils envers nous. Mais pas le gouvernement, parce qu'ils ont dit, si t'es pas content, retourner dans ton pays. Qu'est-ce qu'on va dire aux universités? Aux universités qui recrutent à ces moments des étudiants internationaux. On n'est pas assez bon, les diplômés de l'Université de Montréal, on n'est pas assez bon. C'est quoi qu'on donne comme programme en éducation? J'ai une maîtrise en éducation, je vous répète. Qu'est-ce qu'on dit à mes enfants? Mon enfant, doit quitter sa blonde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dire, je dois partir parce que le gouvernement ne me veut pas. Mon enfant, il fréquente la maison de jeunes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire bye à ses amis? Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire aux entreprises qui sont en train de recruter les gens à ces moments? Les gens ne sont pas en sécurité ailleurs pour venir ici parce que ces gens sont juste des promesses. Qu'est-ce qu'on va dire à nos amis québécois qui vont vivre les deuils au moment qu'on va partir? J'ai plein d'amis québécois. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à la société québécoise qui valorise les respects et ses engagements? Nous sommes déjà là, on est intégrés. Ma femme, elle a fait la francisation. Je parle français. Le français, c'est pas ma langue maternelle, pas du tout. Mais j'ai appris le français à zéro pour venir ici. J'ai un projet. Je sais que les choses se planifient. Ma vie aussi se planifie. Ma vie, ce n'est pas par hasard. Je ne peux pas attendre. Je ne suis pas garanti. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis vraiment triste dans ma situation. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas même si je suis capable de pleurer aujourd'hui parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. On demande les PEC parce qu'on les mérite. Ce n'est pas un privilège. Ici, c'est un privilège, on les mérite aussi. Parce qu'on a tout donné. On a les privilèges d'avoir les PEC. Moi, mes amis, tout ce qu'on sait là, j'ai une collègue ici qui est enseignante. Elle doit quitter le Canada dans 4 mois si ça ne règle pas. On est là pour combler la pénurie de main-d'œuvre. On est très qualifiés, on veut rester, on aimerait de respect. C'est juste ça. Merci. En terminant avant vos questions, ce qui est clair, c'est que derrière les chiffres, il y a des vies. C'est ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Puis le ministre Roberge, d'ailleurs, avait annoncé, en fait, n'a jamais annoncé que le PEC était en jeu dans sa planification pluriannuelle. Il a déposé sa planification, le PEC était là. La consultation, il y a des dizaines et des dizaines de gens, des universités, des groupes qui ont été entendus. Jamais il a été question de l'abandon du PEC. Et là, il y a vraiment des impacts pour des centaines, pour des milliers de vies, des impacts, là, vous les avez entendus, des amis, des conjoints, des blondes, des entreprises, de la société civile. Je veux dire, c'est absolument quel manque de vision, quel manque d'humanité, quel manque de classe, quel manque de respect de la part du gouvernement. Il n'est pas trop tard pour agir, c'est ce qu'on leur demande. Poser une petite question pour vous, Monsieur Clich-Rivard, tout d'abord. Est-ce qu'on a évalué le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là parce que leur dossier n'a pas nécessairement été complété? Donc, on parle de combien de personnes? Bien, à chaque année, il y a des gens qui deviennent admissibles au PEC. Hein. Ce n'est pas le même bassin. Là. Donc, ce sont des gens qui soit terminent leurs études, donc deviennent admissibles sur la base du diplôme, soit acquièrent les 24 mois d'expérience de travail, puis donc sont admissibles sur la base d'expérience de travail. Donc, d'emblée, il y a un arriéré parce que le programme était suspendu. Habituellement, là, on tournait autour de 6 à 8 000 dossiers par année dans le PEC, dans les 2 programmes. C'est sûr que là, l'année où c'est suspendu, il va y avoir un petit peu plus de monde qui vont se battre au portillon pour appliquer, là. Mais on ne parle pas de 20 000 personnes. Là. On parle de quelques milliers de personnes qui sont par ailleurs déjà ici, déjà en logement, déjà francisées, parce que le PEC exige un niveau 7 de français, et qui sont déjà, en fait, qui ont réussi leur intégration. Là. Elle est réussie. Le candidat au PEC a réussi son intégration, contrairement au candidat du PSTQ qui, lui, n'a pas à justifier d'expérience québécoise, n'a pas à justifier d'emploi direct ou de diplôme québécois. Les meilleurs candidats, le meilleur programme, depuis une décennie et demie, c'est le PEC qui fait la réputation du Québec à l'international, vraiment de s'attaquer au programme fort du Québec. Je trouve que c'est clairement un manque de vision de la part du gouvernement.
Puis si je peux poser une question à messieurs, dames qui se sont exprimés sur votre réalité, quand on vous dit que le PEC n'existera, en fait, le PEC n'existe plus, puis le langage qu'on utilise par rapport aux immigrants actuellement, comment vous vous sentez par rapport à ça ici au Québec? Nous, on a pleuré toute la semaine. On n'a pas dormi, on n'a pas mangé. Moi, j'étais presque pas capable de travailler. Tous mes amis, tous mes collègues me soutiennent. Ils m'ont dit, Elada, il faut te battre. Il va changer. Le gouvernement, il va changer les lois, c'est sûr. Mais cette semaine-là, c'était un petit peu plus dur la semaine dans ma vie. Parce que j'étais jamais de se sentir vraiment trahi, c'est ça. Parce que on a fait tout ce que le gouvernement nous demandait. Tout. C'est beaucoup de travail. Beaucoup, c'est troisième langue. Apprendre la langue après 30 ans, c'est difficile de travailler en même temps, d'apprendre une nouvelle culture, la nouvelle vie, tout. Et après 3 ans, on doit encore quitter notre maison. Ça finit jamais dans notre vie ou quoi. On est déprimé. On a déprimé. Chaque jour, je me réveille avec larmes. Chaque jour, j'ai mes questions. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire rien. Je fais tout. C'est ça. Quelqu'un d'autre? À part la détresse, la santé mentale, moi, je sens comme si mon diplôme, ça vaut rien. On jette dans la poubelle. J'ai passé des années à étudier le système québécois d'éducation. C'est comme si toutes les formations que je donnais aux enseignants au niveau de développement des compétences socio-émotionnelles, c'est un programme très connu au Québec, vers le Pacifique. Plusieurs personnes ont passé par ce programme. Je sens comme si ça vaut rien. C'est comme si je suis inutile maintenant. J'ai beaucoup d'années d'expérience. J'ai un diplôme qui est reconnu par tout le monde. Fait que je me sens, à part la détresse et tout ça, je me sens vraiment inutile. Moi, depuis l'annonce de cette mesure-là, j'ai beaucoup discuté avec mes collègues de travail, puis avec les patients que je visite chaque jour. Puis ils sont tous unanimes là-dessus. Ils trouvent ça absurde, ils ne comprennent pas en fait le sens de cette mesure. Puis j'ai aussi échangé avec des personnes québécoises et cette mesure, elle les impacte aussi directement. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont des conjoints immigrés qui sont en permis de travail fermé, puis ils vont devoir se séparer à cause de cette mesure-là. Donc en fait, ça nous impacte nous, on est directement concernés, mais ça a aussi un impact en fait sur les Québécois, cette mesure. Donc c'est ça, tout le monde trouve ça absurde quand on en parle autour de nous. C'est pas juste nous là, c'est vraiment un ensemble de personnes. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bravo.